Bonsoir, bienvenue à cette 11e édition de Télérama Dialogue. Alors, la rencontre que vous allez suivre va durer environ 45 minutes. Vous aurez ensuite 15 minutes pour poser des questions à nos invités qui sont en très grande forme. Voilà. Sachez qu'après la rencontre, ils dédicaceront aussi leurs ouvrages à la librairie. Donc, si vous voulez y aller, n'hésitez pas. La rencontre va être animée par François Rousseau, journaliste au service enquête de Télérama. Et alors, moi, je suis un petit peu inquiet parce que nos invités de ce soir ont dit qu'ils allaient mettre le feu au théâtre du Rond-Point. Donc, je vous demande de réserver le meilleur accueil à Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice. N'y voit pas un acte politique. Parce qu'il n'y a plus de place sur la table. Bonsoir. Bonsoir, Théâtre du Rond-Point. Bonsoir. Bienvenue à cette présentation de saison. C'est Guillaume Meurice qui anime la soirée, en fait. Que Jean-Michel Alors, Ribes. François Rousseau, ce travail à Télérama, Voilà, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un lien avec Sandrine Rousseau? Bien. Bonsoir. Rends l'argent, François, à François Fillon. T'as les dents qui rayent la moquette. Même jeune, t'étais déjà vieux, à Gérald Darmanin. Oh, ça, c'est Charline. Je cautionne pas du tout. L'ego de Macron est plus élevé que le Mont Blanc. Ouais. Charline aussi. C'est des faits, hein. C'est Oui, vérifié, après, c'est sourcé. ça, c'est vrai que c'est factuel. Les riches qui restent entre eux, c'est pas la bourgeoisie, c'est la matinale de France Inter. Bravo, hein. C'est un gars qui est en coulisses qui a dit ça. Bon, bah ça, c'est eux. Voilà. Deux francs-tireurs. À ma droite, la Belge la plus connue de France après Adamo. Attention, il y a Cécile de France en coulisses. Ouais. Moi, j'aurais dit après Alex Vizorek. Vous vous souvenez d'Alex C'est Vizorek? qui? Il nous regarde de là-haut, certainement. Il est avec Jean-Pierre Elkabbach. Celle qu'on appelle la Et Pierre queen de la Palmade. rigolade. Trop tôt, pardon. Ex-journaliste au Soir et à la RTBF, devenue l'une des rares femmes, et c'est important de le souligner, à s'être emparée de la satire politique et de l'humour politique, et avoir été longtemps l'une des plus redoutées des invités de 7h57 sur France Inter, pendant 8 ans. Admiratrice de Guy Bedos, l'humour, dit-elle, est sa manière d'appréhender le monde, et c'est un réflexe de survie. À sa droite, donc à mon extrême droite. Tout à fait, c'est moi. Ça vous correspond bien, non? Pascal Pro, enchanté. Il y a un petit air de ressemblance. Oui, cheveux gris. Il me Le manque des lunettes rouges. Le Français qui veut porter la blague dans la plaie. Celui qui avait le droit sur ses bulletins scolaires à la mention clown de service et qui est devenu, tenez-vous bien, comédien, stand-upper, homme des micro-trottoirs, humoriste, écrivain, militant écolo, excellent cuistot de coquillettes. Coiffeur, parce qu'il y a du gel là, je vais te toucher, t'as mis J'ai du mis gel. un petit peu de gel parce que je me suis dit, c'est Télérama. Ah ouais. Ça reste quand même des gens qui font attention à leur apparence. On voit quand même que vous êtes... Vous êtes beau. vous êtes beau, pour certains plus tout jeunes, donc il doit y avoir un petit travail quand même à... Mais c'est une qualité, c'est une qualité. Et auteur d'un livre qui vient de sortir, Peut-on aimer les animaux et les manger? Oui. La réponse est dans la question, non? Je spoile pas ce livre. Vous Aux avez qu'à éditions l'acheter. de la Martinière Jeunesse, et auteur d'un nouveau podcast d'enquête sur les océans, Mission Poséidon. Vous êtes un citoyen pour qui la société n'a qu'une boussole, l'argent. C'est ce que vous avez dit. C'est beau. J'ai dit ça, Oui. certainement j'étais en colère quand j'ai dit ça. Après j'ai dû mettre un coup de pied comme ça et je me suis fait mal. À vous deux, une profession, dézinguer, secouer le cocotier, s'attaquer au pouvoir et à tous les pouvoirs. Vos armes, des vannes, des vacheries, des facéties, du culot, un esprit frondeur. Et puis la terre a tremblé. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans la Libre Belgique. Tremblement de terre Ah en oui vue. À France Inter, bon Charline pourrait perdre son émission en quotidienne. Ça change la face du monde. Hein. Oui. La terre a tremblé jusqu'à Télérama, que vous avez joliment renommé Télédrama. Merci. Vous n'êtes plus tous les jours à 17h. Les sales gosses ont-ils été punis? Vous nous répondrez. Ouais. Vous aviez quand même plus d'1 200 000 auditeurs chaque jour de 17h à 18h sur Il en France reste Inter. 2, son père et ma mère, donc c'est pas mal. Des 8 millions selon la CGT.
Et vous voilà avec une promesse. Vous nous avez promis le grand soir, le dimanche, c'est de 18h à 20h. Après votre départ de la quotidienne, il y a eu une pétition. Il y a eu des milliers de mails envoyés à la médiatrice de Radio France. Est-ce que vous avez signé la pétition? On voulait savoir à quoi ressemblaient les gens qui ont signé. Merci. Mais vous êtes encore là et vous avez pris à la lettre la consigne de votre patronne. Continuez à titiller les interdits. Ah bah, on écoute toujours les patrons et les patronnes. Ça, c'est vraiment notre marque de fabrique. Et là, vraiment, le mot d'ordre. Avant, c'était Soyez punk. Laurence Bloch était à Soyez punk. Et là, on titillons les interdits, oui, évidemment. Donc bonsoir à tous les deux. Ah oui, d'accord, c'était l'intro. Oh la vache, attends, bébé, il est 20h là. Il est 21h là. Et bonsoir la France Inter. Bonsoir Télérama, Bonsoir, bonsoir Télérama. le public de Télérama, bonsoir les abonnés, les lecteurs. On est content de vous voir. Est-ce qu'après 9 ans, vous vous faites toujours autant rire l'un l'autre? Moi, oui, je rigole toujours beaucoup avec Guillaume Meurice. Même il peut me faire 3 fois la même blague, parce que des fois, ça peut arriver en 10 ans. 3 fois, c'est pas C'est beaucoup. vrai, Eh ben, oui. je re-ris. Moi, je suis obligé parce que c'est ma patronne. Mais oui, évidemment, oui. Ouais, ouais. Charline, un mot pour définir Guillaume spontanément. Facétieux. Et Guillaume pour définir Charline. Audacieuse. Et un mot pour qualifier votre duo ou votre Improbable. relation. Oh là là, ça c'est difficile. Notre duo. Oh, Ah bah c'est ta mère qui est là d'ailleurs. Je sais pas. Non, mais c'est vrai que c'est En improbable jouer. parce que- Moi, je dirais plug and play. C'est pas du français malheureusement, mais il suffit qu'on soit dans la même pièce, au même endroit, au même moment, on nous branche et bim, ça part tout Bah, seul. la en fait. preuve, ouais, Voilà, ouais. Et donc vous vous surnommez entre vous Vanou. Ouais, c'est Vanou, c'est moi, et moi je l'appelle Guitou, Guitou. parce qu'on s'aime beaucoup. Très bien. Alors, T'es venu pour nous humilier en fait, c'est ça? Pas du tout. Ça l'idée de la soirée. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous êtes rencontrés et quelle a été la première impression que vous vous êtes faite mutuellement? Moi, je me souviens que c'était dans une brasserie, Ouais, exact. devant une bière, évidemment, en bas de la maison de la radio. Je pense avec Alex. Ouais, c'est Ouais. Alex qui nous a fait nous rencontrer. Toi, tu étais au 11h avec Alex Ouais. de Frédéric Lopez. Et moi, j'étais chez Pascal Clark. Et comme voilà, moi, je sortais à 10h, puis je restais un peu, puis on était à peu près dans la même zoo. Et on a commencé par boire des verres ensemble en bas de la radio. Et c'est comme ça qu'on s'est Et je vus. t'ai remplacé dans Ouais, le le matin. 5-7 Ouais, le exactement. matin. Donc je sais pas si on s'est vu avant ou après, mais ouais. Et vous avez un souvenir de la première impression? Oui, moi j'ai un souvenir d'un garçon rayonnant, avenant, chaleureux, rigolo. Ce que j'étais avant, quoi. Ouais, avant, ouais. avant toutes Beaucoup ces de, années. beaucoup de mignonneries Oh. et d'étincelles dans les yeux, ouais, je me souviens. Ouais. Guillaume, est-ce que vous faites vôtre la formule de Charline? L'humour, c'est faire sens avant de faire rire. Elle a dit ça, Charline? Oui. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la Dans bonne le Ouais, Charline? je sais pas, ça marche dans les deux sens, moi j'ai l'impression. Bah, Mais bon. oui, ça marche dans les deux sens, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, Faire sens. est-ce que je fais mienne cette formule-là? Non, mais en plus, les deux vont ensemble. Mm. Ça ne veut rien dire. Écoutez, Charline, Non, pourquoi vous avez dit Si, ça? ça veut dire quelque chose parce que tu peux rire pour que ça tu peux. Par exemple, un calembour, ça fait pas forcément sens. Mais ça fait- Un calembour, ça Ouais. peut être rigolo. C'est juste une espèce de jeu de mots. On a joué avec la langue, mais peut-être que les deux mots qu'on a utilisés n'ont rien à voir. Et il y a pas. Si on arrive à faire rire et qu'il y a un message derrière, c'est encore mieux, quoi. Je pense que c'est ça que j'ai voulu dire. Ouais, après, le truc de message, souvent on fait rire avec nos obsessions, quoi. Et on partage un peu les obsessions, c'est-à-dire comment ça se fait que l'espèce qui se dit la plus intelligente de la biosphère se comporte comme une merde au jour le jour. C'est un peu ça, on travaille là-dessus. Et comment elle n'arrive pas... Ah, j'ai plombé l'ambiance à coup là. Après, on va parler d'Israël et Palestine, on va rigoler, vous inquiétez pas. Mais là, on commence sérieux. et on se rejoint là-dessus. Donc, on parle beaucoup de politique, mais parce que l'organisation politique d'une société, c'est ce qui la caractérise. Donc là, on se dit, tiens, ça marche pas. C'est rigolo. Moi, j'aime bien quand le non-sens fait un peu sens. Et vous, Charline, est-ce que vous feriez vôtre la formule de Guillaume? L'humour, c'est pour remettre tout le monde à égalité. Ah oui, complètement. Ah, ouais. C'est un grand oui, Ouais, ça. mais tu l'as dit aussi, ouais. Oui, oui, bien sûr, parce que la phrase que je répète souvent, je suis désolée si vous l'avez déjà entendue, c'est que pour moi, l'humour politique, symboliquement, au moment où on formule la blague,
elle remet tout le monde d'équerre, elle inverse les dominations, elle fait tomber la statue de son socle, et elle remet, c'est comme quand on se retrouve, Guillaume et moi, quand on se retrouvait face aux politiques dans la matinale, pendant un moment, on était à égalité. Certes, c'est quelqu'un qui évolue sous les heures de la République, qui a un chauffeur, qui prend des décisions qui vont changer la vie des gens, etc. Mais pendant un moment... Il se taisait déjà. déjà. Ouais. Et puis souvent on disait tu, on incarnait des personnages et on disait alors Jean-Michel Blanquer, tu nous remets. On s'est connus à Ibiza il y a 20 ans. Tu vois. Et là ça te remet direct, oui c'est une forme C'est un d'égalité. humain face à des humains, quoi. C'est plus le souvenir que monsieur vous- le ministre et ce genre de conneries, quoi. C'est le souvenir que vous avez aussi quand vous vous êtes payé Gérald Darmanin. Alors, on ne s'est pas payé Gérald Darmanin, en fait. Hein. On a fait... Pardon, on ça se m'a l'est pas énervé. payé. C'est une question qui m'a Ouais. énervé. Non, mais On se l'est pas payé, il est on trop a fait cher. notre taf. On a fait notre taf. Cette vidéo, elle tourne beaucoup et on nous parle beaucoup de cette chronique parce que Gérald Darmanin a une attitude tout à fait particulière. Il décide dès le début de nous défier du regard et de ne pas rire. C'est le seul à avoir fait ça. Et donc, ça explique que cette chronique a été énormément vue parce que ça lui donne vraiment un aspect fort peu sympathique. En fait, Alors que il c'est un lui gars... donne, Non, ouais. c'est pas vrai, il est pas sympathique. Il lui donne une intensité dramatique Ouais. qu'elle ne doit pas avoir en fait de par son attitude. Et Donc on ne puis, se l'est pas payé, on a non. juste fait notre taf et tu peux relire le texte aujourd'hui, il n'y a rien qui dépasse. Ouais. C'était factuel, purement Ah, factuel. c'est vrai. Bon, on va parler un peu de... Faut quand même Bah, avouer qu'il attendez, a- parce que personne ne nous croit là dans cette histoire. C'est-à-dire que c'est toujours bien de rappeler qu'il a un rapport aux femmes qui est peut-être parfois inapproprié. C'est bien de temps en temps de rappeler, quoi. Quand ça n'a pas été dit dans l'interview avant, parce que c'était pas C'est l'objet de vrai qu'on l'interview. arrivait après 10 minutes de... Ouais, oui, tout à fait. Parce que s'il fallait lui rappeler à chaque interview, ce serait un peu lourd. Ouais, Donc, c'est moi, ça. je comprends que les journalistes arrêtent à un moment de le remettre là-dessus parce que peut-être il vient aussi. Je pense qu'en plus, il venait au moment des Gilets jaunes. Il y a le contexte aussi, hein, c'est-à-dire qu'il était venu au moment où ça commençait à être tendu pour les Gilets jaunes. Donc l'objet de l'interview ne portait pas du tout sur son rapport aux femmes, etc. Mais il venait à un moment où en plus, il était pressenti pour foutre Édouard Philippe dehors et il voulait le poste de Premier ministre. Ça fait 2 fois qu'il le loupe avec Elisabeth Ouais. en plus. Hein. Ah, oui. Et donc il y avait tout un contexte qui nécessitait, je pense, de rappeler que son rapport aux femmes était assez particulier. Et il n'était pas ministre de l'Intérieur à l'époque, il était ministre du Budget. Ouais. Et quand il est sorti du studio, le thermomètre était d'une température polaire. Il vous a On doit- salué. c'est-à-dire Nous, on que, discute ouais, pas avec eux on après. dit, ouais. On se barre à, Vous à partez droite. à... c'est Cela vous vrai, êtes et on sorti se en barre même à temps que gauche. lui. Oui, il est parti à droite, on est parti à gauche. Hein. Vous aviez inversé les sens alors. Bon, on va parler de vous. Guillaume, vos parents tenaient une maison de la presse Oh, oui. en Haute-Saône, Tout à fait. dans laquelle vous passiez beaucoup de temps quand vous étiez gamin. Oui, parce que j'habitais juste au-dessus. C'était comment, la maison de la presse? C'était fun. Enfin, sur le coup, non, enfin, même quand j'étais. Enfin, c'est vraiment la ruralité. Donc, village de 1500 habitants à 30 km de Vesoul. Ouh. Donc, vraiment pure ruralité. Mais moi, j'ai passé une enfance hyper heureuse à zoner dans le magasin et à écouter mes parents débattre pendant des heures et des heures avec tous les habitants du village qui venaient acheter leur journal et en profiter pour tailler le bout de gras. C'était vraiment exactement l'ambiance d'un bar. Sauf que comme il n'y a pas d'alcool, les gens ils se foutaient pas sur la gueule à la fin. Ce qui est quand même préférable. C'est là qu'est né votre sens de la répartie? Je sais pas, oui, je pense, oui, parce que comme je traînais dans le magasin et que mon père est assez blagueur et assez du style à m'envoyer des vannes, il fallait répondre du tac au tac, les clients s'y mettaient. Enfin, c'était vraiment une ambiance. Oui, je me souviens. Vous voulez une anecdote? Est-ce que vous êtes friand d'anecdotes? Moi, je la connaissais quand ton père cachait les piles de Télérama sous les piles de Figaro. C'est pas ça? Non, autre anecdote, mon père il cachait les télé Z. Vous vous rappelez de télé... Ça existe encore, je pense, ces télé Z. Parce que ça coûtait 2 francs à l'époque et il disait, oh, ils vont nous faire chier. Nous, on n'avait pas la télé. Et il disait, oh, ils nous font chier, les gens qui ont la télé, ils peuvent bien mettre, je sais plus quoi c'était, dans Télé 7 jours ou Télérama. Bref, autre anecdote. Le maire de Vesoul, qui s'appelle Alain Chrétien, qui a été député durant la dernière législature, c'était mon voisin quand j'étais gamin. Et il était, donc il est un peu plus grand que moi, il a l'âge de ma sœur, donc il doit avoir 45 ans aujourd'hui. Et il venait discuter, il venait débattre avec mon père dans le magasin. Et il était déjà très très à droite. Enfin, à droite, c'est pas un facho, mais il était vraiment à droite. Et mon père est vraiment à gauche. Et c'est mon père qui lui a dit, mais pourquoi tu prends pas ta carte au jeunesse RPR à l'époque? Et il l'a fait. Et il est devenu maire de Vesoul et député. Donc à l'époque, c'était les Républicains.
Alain Guillaume, qu'est-ce Chrétien. que tu viens de raconter Et c'est là la team Bruno Le C'est Maire. pas Et c'est vrai. pour ça que si vous vous souvenez, si vous avez un peu de culture politique, mais normalement il n'y a que Charline qui peut se souvenir de ça, Bruno Le Maire, il s'est déclaré candidat à la présidentielle la fois d'avant à Vesoul. Le renouveau, c'est Bien Bruno. sûr, bah, bien sûr. C'était Ouais, à ouais. Vesoul. C'est grâce à Alain Chrétien. Vesoul. Et grâce à mon père. Donc, Merde. voilà. Ah là là, putain. C'est pas possible. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. C'est fou cette histoire, je Voilà, la connaissais voilà. pas. Bah oui, j'ai plein d'anecdotes comme ça. Alors Et on Vesoul, jouait au Monopoly et l'anecdote veut qu'il gagnait tout le temps, donc il est devenu de droite et je perdais Oh tout là le temps, là j'étais là devenu de là gauche. là là là. Vesoul où votre maman vous emmenait voir des spectacles de Ouais. Jean-Marie Bigard ou Ouais. Pierre Palmade et elle vous disait tu devrais faire du théâtre pour Que des canaliser. gens qui ont bien tourné finalement. Et Dieu donné, allons-y, hein, mettons vraiment tout le monde. Et quand Xavier Dupont-de-Ligonnès venait dans la librairie, Oh je là là, alors là, on parlait des heures. Oui, Elle le vous théâtre disait Edwige tu devrais Feuillard de faire du Vesoul. théâtre pour canaliser tes conneries. Ouais, c'est Visiblement ma mère vous qui a- l'avez entendu, Comment? vous l'avez écouté. Ouais. Mais elle me disait des trucs contradictoires. Elle me disait te fais pas remarquer parce que j'étais un peu à l'école, j'étais un peu foufou. Elle aimait bien, voilà. Et comme elle voulait que je canalise un peu cette énergie autre part qu'à l'école, elle me disait mais tu devrais faire du théâtre. Moi, ça m'a toujours saoulé parce que le théâtre, la vision qu'on a quand on est gosse, c'est ce qu'on voit dans les cours de français, c'est-à-dire Lorenzo avec des photos de Gérard Philippe en tutu. Ouais, pour moi, le théâtre, c'était ça, quoi. Et ça me donnait pas vraiment envie. Puis c'est plus tard que je me suis dit, allez, je vais quand même écouter ma mère une fois dans ma vie, et elle avait raison. Et vous vous étiez dit je serai humoriste. Non, non, jamais, non. Non, j'ai toujours pas d'ambition et pas tellement d'objectifs. Donc je fais Ça les se sent, hein. Ouais, je sais que ça se sent, donc c'est un peu flou. C'est pour ça que je fais plein de trucs. Les gens ils me disent, mais pourquoi tu fais autant de trucs? Parce qu'il critique Gérard Philippe en tutu, mais se déguiser en panda, c'est mieux. Ah oui, c'est vrai que j'avais des sketchs déguisés en panda. Bon, on l'a fait dans la matinale aussi. Charline, ça fait à peu près 15 ans que vous vivez à Paris. Oui, même 20 ans, je 20 pense. ans. ouais. Qu'est-ce qui vous surprend toujours chez nous? Ah, alors, mais plein de choses. Parce que c'est marrant parce que je suis en train de relire les lettres persanes de Montesquieu. Et en fait, je me dis- c'est un autre niveau d'interview. Ouais, alors t'as là. Et je me dis, mais bon sang, en fait, l'origine de tout ce qu'on fait, c'est lui, en fait. Enfin, pour les humoristes qui viennent d'autres pays comme moi. C'est-à-dire s'étonner de... Bah là, je suis dans un passage où il dit, mais le français est tellement paradoxal, il voit même plus tous les paradoxes qui peuvent exister, etc. Donc oui, bah, il y a plein de choses. Il y a par exemple un rapport à la laïcité, qui est parfois très plus que carré, quoi. Je dirais, comment je pourrais dire, Sophia Aram, on pourrait dire, pour résumer. on l'aime bien, Sophia. Ah bon? On n'est pas d'accord sur tout, mais Ah voilà, oui. oui, il y a par exemple le rapport à la laïcité chez certaines personnes en France et pas du tout. Alors moi, on a une approche en Belgique qui est plus proche du Québec, donc plus proche de celle d'Alain Juppé. Je me rappelle qu'on lui avait tombé dessus en lui disant, quand il parlait de vision accommodante. Mais après, c'est vrai que l'histoire même récente en France et le contexte est très différent. Donc Je pense que vous respectez plus la laïcité que nous, on la respecte surtout. bah, disons qu'on essaye de... On n'a pas une vision éradicatrice, c'est-à-dire vous, avec 1789, il ne faut pas qu'il y ait une tête qui dépasse, quoi. Et donc, nous, on a une vision ouais, effectivement plus accommodante, c'est-à-dire qu'on va pas... on va chercher à ne pas interdire, on va chercher à essayer d'inclure, d'accueillir, et par l'éducation et par le dialogue. Alors, ça prend plus de temps, ça n'a pas toujours des résultats formidables, hein. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais... je me rappelle de Daniel Savnave, de l'Académie française, qui explique, par exemple, en banlieue, quand une femme voilée, on l'interdit de rentrer dans une bibliothèque avec son foulard, elle dit elle va détourner elle va pas enlever son foulard et rentrer dans la bibliothèque, elle va détourner elle va partir, quoi. Que si on l'autorise à rentrer dans la bibliothèque avec le foulard, elle va rentrer dans la bibliothèque, elle va lire, elle va s'instruire. Et bon, voilà. Je suis un peu plus dans cette ligne-là, mais je peux comprendre qu'avec le contexte et l'histoire de France, vous ayez une approche différente. Je peux le comprendre, mais ça, j'ai du mal. C'est surtout le racisme latent qui fait qu'on a cette approche-là et que ça devient... Non, mais je Qui est traduis. diplomate. Et que ça devient un opportunisme politique de se dire laïque alors qu'on est juste un énorme islamophobe. Fin de citation. Vous avez grandi près de la Louvière en Belgique, c'est pas très loin de Mons et de Charleroi. Quel goût a eu cette enfance en Belgique? Oh quel goût, une enfance heureuse, mais une forme de déterminisme social, parce que je suis quand même née au milieu des charbonnages, des terris, c'est un peu l'équivalent de Florange.
Donc j'ai vu des usines fermées, rachetées, des gens virés, 25% de chômage. J'ai grandi dans une forte immigration italienne. Alors aujourd'hui, on est tous européens, putain, comme dirait Arnaud. Donc aujourd'hui, pour moi, italien, allemand, belge, français, je ne fais pas la différence. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai grandi, l'immigration italienne, il y avait des gens dans ma ville qui les appelaient les macaronis. Et c'est eux qui travaillaient dans les charbonnages. Et donc j'ai grandi dans ma classe, il y avait quasiment que des Italiens. C'était l'Europe se construisait encore. J'ai 45 ans, donc je vous replace un peu le contexte. Donc une conscience aiguë de la condition sociale quand elle n'est pas toujours favorable, quoi. Ouais. Et comment vous êtes devenu journaliste à Paris après ça ? Parce que je trouvais que le terrain de jeu était plus grand à Paris. En Belgique, on a certes d'excellents médias. J'ai travaillé pour Le Soir et la RTBF et un peu pour la radio suisse aussi. Mais la politique française m'attirait parce qu'elle était beaucoup plus marrante. La conflictualité. C'est pas mon signe, hein, la conflictualité, évidemment, c'est un peu plus rigolo. C'est un théâtre, ça donne un théâtre différent du compromis. Et puis le terrain de jeu était plus grand à Paris. Donc, en fait, quand on grandit en Belgique, à l'époque où la télé était le média numéro 1, on prenait la télécommande, on appuyait sur un, on arrivait en France, en fait. Donc moi, j'ai grandi en regardant la France à travers un écran. Donc c'est pas étonnant qu'à un moment j'ai voulu traverser l'écran. Vous regardiez quoi ? Tout, Téléchat. Ah bah voilà, alors déjà Téléchat, justement ici Topor, c'est Topor qui a Téléchat, c'était un chat et une autruche qui jouaient à être journaliste et qui interviewaient des objets. Je pense que c'est la clé de compréhension de Charline Van Hoenacker. C'est mon école de journalisme. Quand j'écrirai la biographie de Charline Van Hoenacker. Mon école de journalisme, c'était les chats, puis c'est les guignols de l'info, après donc un peu Charlie Hebdo, le Canard. Donc forcément, c'est vraiment la caricature politique qui m'a amené à mon intérêt pour la politique, mais un vrai intérêt, c'est-à-dire que j'ai fait mon mémoire sur le RPR. Ah ouais, donc c'est-à-dire qu'à 20 ans, à 20 ans, j'ai fait ma première interview d'Alain Juppé. Il était en pleine traversée du désert. J'ai questionné à l'époque Alain Juppé, j'avais 20 ans. Quelle jeunesse. C'est fabuleux. Hein. Vous parlez beaucoup d'Alain Juppé. Et moi, Alain Juppé. Donc, tu vois, c'est pas par hasard qu'on est là. Et je me rappelle l'avoir interrogé sur l'infléchissement de sa politique étrangère quand il était... vous savez, c'était la cohabitation. Donc, il était ministre des Affaires étrangères sous Mitterrand. Et je l'ai questionné sur l'infléchissement de la politique étrangère de Mitterrand dans l'ex-Yougoslavie, etc. C'était... ouais. Vous posiez des questions pointues, dis donc. Mais carrément. Après, j'en ai fait des blagues. Et est-ce qu'être belge a été un atout ? Oui, c'est possible que c'était un atout à l'époque parce que c'était ma singularité et que je pouvais prendre beaucoup de recul. L'humour, je dis toujours que pouvoir faire des blagues de l'humour, il faut avoir du recul sur le sujet. Si vous êtes hyper militant, si quelque chose vous tient très 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 à cœur, vous aurez du mal à en rigoler. Donc venir d'un autre pays et regarder comme Montesquieu et les lettres persanes, regarder Ouzbek et Rika, comment ils regardent Paris, ils ont le recul, donc ça peut être marrant. Ouais. Qu'est-ce qu'elles vous ont appris les 8 années passées à 7h57 sur France Inter le matin ? 8 ans de billets, en matière d'humour, énormément de choses. À construire une chronique pour pas braquer l'invité tout de suite. C'est-à-dire, Des fois, c'était raté. Ah ouais, au début, c'était très raté. Au début, je l'ai braqué direct. Non, j'ai appris à d'abord envoyer les fleurs et puis le pot. Voilà. J'ai appris à voir comment les politiques réagissaient, ceux qui avaient cette culture de la rigolade et de la caricature, qui l'acceptaient, qui en jouaient. Et j'ai vu arriver une nouvelle classe politique, très jeune, plutôt venant de la société civile, moins acculturée à la caricature, ce qui explique, à mon avis, aujourd'hui, le fait que la caricature disparaît dangereusement, tout doucement, de notre presse papier, de la radio et de la télévision, parce qu'elle est plus comprise. Vous dites à la fois, en mars 2022, l'humour politique est considéré comme une sous-culture. Et vous dites aussi, l'humour politique est surinterprété, on lui prête une responsabilité qui le dépasse, on lui cherche des intentions autres que celles de faire rire, on a juste une épée en mousse pour chatouiller les orteils des puissants.
existait dans le monde. Bah oui, alors ça pourrait paraître paradoxal parce que, donc d'une part, c'est une sous-culture. Bah, l'humour, tout le monde en fait. Hein. Votre tonton bourré à Noël, il fait des blagues. Il y a des blagues sur les paquets de nouilles au Monoprix, donc tout le monde fait des blagues. Mais c'est considéré comme voilà, c'est de la sous-culture, donc on s'intéresse pas. Il y a quasiment pas d'études universitaires ou pas de scientifiques, de linguistes qui s'intéressent à l'humour. C'est populaire, c'est de la blague, voilà. Et d'un autre côté, quand on fait de l'humour politique, tout de suite on est soupçonné de quel gouvernement veulent-ils renverser? Qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Donc c'est absolument paradoxal, ça, de traiter quelque chose de sous-culture et puis de dire oh là là, ils sont hyper dangereux, ils sont militants, que veulent-ils, où vont-ils? On a eu une question d'un internaute qui s'appelle Armand, qui vous demande, cherchez-vous à faire rire la gauche ou à capter l'attention des gens de droite? Guillaume. Ni l'un ni l'autre. L'un ni l'autre. Je cherche juste à donner mon avis en faisant des blagues. C'est juste ça. Je me préoccupe assez peu de qui va recevoir les blagues, parce que de toute façon, maintenant sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut être amené à avoir sur son fil d'actualité une de mes chroniques, une de nos chroniques, et de commenter soit mon Dieu, c'est un génie, c'est le nouveau des proches, ou est-ce que tu peux mourir dans les 20 minutes, s'il te plaît. Donc on peut pas. Moi, j'ai jamais, depuis que je fais ça, j'ai jamais fait quelque chose pour un certain type de public ou pour avoir tel ou tel impact sur un certain type de public. Moi, je fais vraiment des choses qui me font marrer moi, souvent des choses que j'aimerais bien voir, et basta. Et après, les gens, ils aiment pas, ils me détestent, ils m'adorent. C'est pas ma responsabilité quasi. Les gens, vous en avez beaucoup vu sur les marchés avec tous vos Oh micro-trottoirs. Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement? Un livre, monsieur, qui s'appelle Les vrais gens, aux éditions Jean-Claude Lattès, à l'époque où ça n'avait pas été racheté par Bolloré. J'en tire Ça reste un plaisir pour vous d'aller au contact? Ouais, bon, ça reste un plaisir, mais c'est pas tellement ça Enfin, oui, ça reste un plaisir. J'aime bien discuter avec les gens de base, de manière générale. J'aime bien les gens qui sont pas d'accord avec moi de base, de manière générale. Ça m'intéresse de savoir pourquoi quelqu'un est pas d'accord avec moi. Mais est-ce qu'après autant d'années, vous êtes toujours surpris par les réponses qui Ouais, vous sont faites? je suis surpris parce que le réel est toujours surprenant. Le réel est beaucoup plus surprenant que la fiction, puisque la fiction doit porter en elle le vraisemblable. Mark Twain. Bravo. Moi aussi, je peux dire des trucs, Montesquieu, je sais pas quoi. Et non, j'en tire que... Putain, tu lis en anglais en plus. Mark Twain. Et j'en tire que le cerveau humain est un organe très très défaillant, qui fait des raccourcis énormes, qui a besoin de raccourcis pour survivre, pour traiter des affaires quotidiennes, et énormément d'informations et de plus en plus d'informations. Ce qui fait que si une personne vient de mater 2 heures de Pascal Praud et que je lui demande qu'est-ce qu'elle pense de l'islam sur un marché du 15e arrondissement, il y a de fortes chances qu'elle me dise de la merde, puisque c'est ce qu'elle vient d'entendre pendant 2 heures. Et il y a de fortes chances que ça soit mon cas aussi si ça m'arrivait. Donc ça m'a rendu encore plus déterministe de faire ça, je crois. Et ça me fait encore plus aimer les gens parce que je me rends compte de ce qu'ils se prennent dans la gueule et de ce qu'ils subissent et la manière dont c'est organisé d'en haut. Qu'est-ce qui vous fait encore rire tous les deux aujourd'hui, quotidiennement? Oh bah, je pense qu'on rit de tout, nous, vraiment. Hein. Plein de choses nous font rire. Bah si, il y a qu'à regarder nos échanges de SMS ou de WhatsApp. Il se passe pas. Mieux pas les regarder. Il y a des trucs, on veut pas les. Il se passe pas une journée sans qu'on s'envoie des déclarations politiques. Ouais, je pense que les déclarations politiques, ça nous fait beaucoup marrer. L'absurde total nous fait marrer. Je veux dire, nous, ce qui nous fait marrer, ça peut être une déclaration de Ciotti comme un spectacle de Monsieur Fraise. Hein. Mais nous, on se fait marrer entre nous. Je crois qu'on n'a pas perdu ça. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Parce que, par exemple, les chroniques d'Emeric, tu vois, on voit le style et tout, mais il y a des gens dans notre émission qui arrivent encore à nous surprendre. Enfin, moi, je suis assez spectateur de ce qui se passe dans l'émission. Et je suis souvent assez conscient de la chance que j'ai de fréquenter des gens comme ça. Des fois, je sais pas, c'est rare qu'on se le dise d'ailleurs. Alors, on va se le dire. Non, mais je suis épaté par Charline. Sa manière de gérer tout ce chaos et sa manière en plus de gérer tout ce chaos, de faire un édito, d'ouvrir une émission qui est quand même attendue suite à ce qui s'est passé par un billet face à un public alors que c'est pas son taf. Moi je sais que des gens que j'admire dans cette émission, sauf un. Mais il est parti, c'était Thomas Croisière. Non, je me plaisante. Merde, c'est enregistré ou pas? Ah non, il va encore retweeter le truc et tout.
Non, mais vraiment, je suis très sérieux. C'est vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour tous les gens qui font Moi l'émission. aussi. Et je me dis que j'ai vraiment du bol. Moi, le petit gars de Jussé, quoi. Bon, je connais le maire de Vesoul, ok, mais de me retrouver là, c'est complètement improbable. Ouais. Moi aussi, je suis la première cliente de tout ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'on a une méthode dans l'émission, c'est qu'on n'a jamais relu le texte des uns et des autres avant d'arriver à l'antenne. C'est toujours une surprise. Ah oui, c'est toujours une surprise. Déjà parce qu'on a confiance en chacun. Après, si quelqu'un, je sais que par exemple, il est arrivé que Frédéric Fromet soit particulièrement embêté, etc. Et donc s'il a un doute sur une phrase ou une strophe, etc., il fait lire à quelqu'un, mais plutôt d'un rédacteur en chef ou quelqu'un du bureau qui n'est pas forcément à l'antenne. Mais on est les premiers clients. D'ailleurs, en fait, on rit énormément, ça s'entend. Il y a des gens qui nous disent arrêtez, c'est rire forcé. Mais en fait, on est vraiment. Moi, j'ai l'impression de travailler avec le Real de Madrid. J'ai le Real de Madrid de l'humour dans l'émission, c'est génial. D'ailleurs, on est super heureux. En fait, finalement, le dimanche, on offre un espèce de spectacle radiophonique. Comme on est en public et qu'on a une écriture collégiale, la moitié de l'écriture est collégiale maintenant, c'est un véritable spectacle tout neuf à 100% toutes les semaines. Et c'est un plus d'être en public. Là, vous êtes à 6 émissions, je crois, depuis la rentrée. Par rapport à l'intimité qu'il peut y avoir. On aime les deux. Parce que dans un studio, il y a plus d'intimité, vous êtes plus dans votre bande de potes. Là, vous êtes vraiment, comme vous disiez, c'est un spectacle. Quel bilan vous faites là ? C'était un beau défi, je pense, pour Charline. Félicitations d'Adèle Van Rett. C'est comme ça qu'on me l'a vendu. Moi, on me dit, Charline, tu vas faire un magnifique défi et quelque chose de grand t'attend. Tu vas faire un 110 mètres haies avec un boulet au pied. Et ça, c'était un très beau défi, Charline, qui t'attend. On va en parler de cette décision, mais avant ça, depuis que vous travaillez le dimanche, vous faites quoi la semaine ? On m'a dit qu'on vous avait vu au spa du Ritz à plusieurs reprises. Oui, c'est là qu'on écrit. Ouais, on habite là-bas. On observe, comme ça on observe notre matière. Mais elle fait plein de trucs. Vous écoutez... Lui aussi, ouais. Non, en fait, on n'arrête pas. En vrai, c'est un peu l'arnaque cette histoire du dimanche parce que résultat, moi, je bosse 7 jours sur 7 en fait. Tu connais l'effet rebond. Et vous êtes payé pareil ? Pas si bien. Mais ça va. Mais non, on se légèrement fait arnaquer, mais ça va. On fait pas ça pour ça. Franchement, ça fait depuis le temps qu'on est sur le service public. Si l'argent était notre moteur, on serait déjà barré depuis longtemps. Alex Vizorek. Donc non, mais moi par exemple ma semaine c'est j'ai quand même beaucoup, on m'entend pas mal. Il y a le jeudi matin à 8h55. Il y a le jeudi matin à 8h55. Il y a Bistroscopie donc c'est une interview avec un invité. Donc grosso modo ma semaine c'est le mardi j'enregistre Bistroscopie parce qu'il faut que ce soit derrière moi, parce que c'est quand même pas mal de boulot, il faut que ce soit derrière moi pour que j'ai l'esprit libre pour écrire ma chronique le mercredi pour le jeudi matin. Et puis après, une fois qu'il est jeudi matin que je sors de ma chronique, Guillaume il arrive, toute l'équipe est là, on fait une réunion de rédaction et on se projette sur le dimanche. Et là, il y a pas mal de trucs à écrire, de choses à organiser, etc. Donc ça nous prend... Et puis en plus, comme c'est un métier créatif, faut pas croire... Moi, au début, je me disais, oui, non, mais le vendredi à 14h, on plie les gaules et puis mon œil, en fait, c'est-à-dire que si nous arrive une blague le samedi, on rouvre l'ordi, on réécrit. Là, j'ai réécrit complètement mon billet parce que vu ce qui s'est passé ce week-end, je veux dire, quand la terreur et la guerre frappent de nouveau à la porte, on ne peut pas faire comme si rien n'arrivait. Donc, dimanche soir, en ouverture de l'émission, vous avez dit bon courage à tous les humoristes de France pour la semaine qui arrive. Comment on fait de l'humour quand il y a... d'abord, il y a un temps de sidération. Donc après ce genre de... Voilà, le déclenchement d'une guerre, un attentat, etc., il y a un moment de sidération. Donc, la sidération, on ne peut rien faire, quoi, parce qu'on est incapable de... On est hébété, voilà. Et une fois que... moi, je dis toujours que le premier rire, la première légère ironie qu'on peut faire, parce qu'on ne va pas se taper sur la cuisse, la première légère ironie qui affleure, ça veut dire que l'état de sidération est terminé. Et quand l'état de sidération est terminé, ça veut dire que le moment de la réflexion et de la compréhension peut commencer. Mais il y a toujours un moment de... Après, si tu attends la paix dans le monde pour pouvoir faire des blagues, clairement, tu fais un autre métier. Donc là, c'est une barbarie de plus dans le monde. Et nous, on continue parce que ça fait du bien d'appuyer. On a besoin de payer notre loyer, mon petit pote. Parce que ça fait du bien d'appuyer là où ça fait mal.
Et là, je vais dire le mot que Guillaume adore. Catharsis. Putain, il me connaît tellement bien. Ra Shirley et Dino, ce soir. Oui, c'est vrai. Est-ce que l'angoisse de la page blanche, ça existe chez vous? Évidemment. Votre Ouais. créativité est bloquée parfois? Oui, bien sûr. Alors, moi, je travaille avec 1 ou 2 co-auteurs pour éviter ce problème parce que ça peut être vraiment la panique. Mais il arrive que dans une situation comme dimanche, il y a un moment où on est seul, un moment face, pas forcément à toute une plage blanche, mais une demi-page blanche. Mais oui, ça c'est toujours l'angoisse. Ouais. Toi, tu travailles tout seul. Ouais, moi j'ai pas trop ça. Mais je crois que c'est parce que je m'en fous de faire de la merde. Non, mais je me mets pas trop la pression. C'est pas vrai. Je me mets pas trop la pression sur une chronique humoristique. Je me dis que c'est quand même qu'une chronique humoristique. Et que et que si c'est un peu en dessous à un moment donné, ça sera au-dessus la prochaine fois. Enfin bon. Non, mais tu as plus de facilité que moi. Il faut savoir que Guillaume a une facilité. Moi, je suis admirative de sa facilité. C'est un truc de dingue. Moi, je suis plus laborieuse. Donc je me mets la pression. Donc ça, votre moi, principal- la peur de la page blanche, j'ai même la peur de ne pas trouver le sujet, moi. J'en suis là. Hein, donc, C'est ça votre principale différence dans ce duo? Ah, peut-être, ouais. Ouais. D'ailleurs, j'ai pu le voir puisqu'on a fait pas mal de chroniques ensemble. Moi je suis laborieuse, et puis après lui il reprend le texte, il fait blablabla, et je fais oh putain c'est génial, j'adore, ok c'est bon, on y va. Bah ouais, là, on fonctionnait bien quand on faisait les trucs d'un matinal. Ouais, On va en refaire, hein, moi je. Oui, c'est carrément. pas- Mais tu on vois, n'a plus c'est- les politiques en face. C'est dommage. Ça, c'est dommage. Quand pas la de direction chance. de France Inter a décidé de vous faire emménager les week-ends et d'arrêter l'émission en quotidienne, comment vous l'avez vécu et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours déstabilisé par cette décision? À qui tu poses la question? Aux Parce qu'on l'a pas vécu aux pareil, deux. je pense. Ouais, on l'a pas vécu pareil. Alors Charline, dites-nous. Moi, au départ, je l'ai pas vécu si mal, en fait. J'avoue qu'au départ, je n'avais pas compris. Quand on m'a formulé l'arrêt, j'avais pas. Après, elle est belge aussi. Hein, Ouais. Il Je y a pense des qu'ils clichés étaient, je pense qui, qu'ils quand étaient un même, peu sont fondés, embêtés. quoi. Je pense que vraiment, ils étaient sincèrement embêtés. Ils avaient pris leur décision, c'est sûr, mais ils savaient pas comment me le dire. Et comme ils savaient pas trop comment me le dire, j'ai rien pigé. Donc pour vous dire, vraiment, j'ai fait un déjeuner où ça est passé par. Mais est-ce que tu ne penses pas que l'humour politique a fait son temps? Je dis, C'est là où tu aurais dû te méfier. Quand Oui, On vous bah, a alors, vraiment- donc, moi, je disais, Attendez, j'ai répondu non. répète-moi ça. Qui vous a posé cette question? Non, C'est mais Adèle moi, Vendrette qui vous a posé cette question? Je Ça, dévoilerai Vous j'en ne ai pas mes donnerez pas de sources. nom? Ça, c'est un bon journaliste. Je ne dévoilerai pas mes sources. Mais Calmez-vous, donc Élise j'ai Lucet. contre-argumenté. J'ai dit non, il me semble qu'aujourd'hui il a évolué l'humour politique, c'est-à-dire qu'on n'est plus ad hominem parce que le théâtre politique a changé et qu'on n'a plus des Juppé, Sarkozy, etc. qui étaient très identifiables. Et voilà, aujourd'hui c'est le patriarcat, les GAFA, Marlène Schiappa, voilà. Et donc j'ai contre-argumenté. Et puis après, voilà, on m'a avancé des tas d'arguments qui certains aujourd'hui se sont avérés caducs. Je me suis dit là, le monsieur m'a un peu fait entuber. Voilà, d'autres. Bon, et donc j'ai pas bien compris. Donc à tel point, je vous promets, parce qu'en plus ça, je peux le dire, je l'ai déjà dit. J'ai pas compris. J'ai quitté le déjeuner en faisant. C'est toujours embêtant de dire j'ai pas compris tout de suite. Hein. Donc voilà, et puis après je suis remontée dans le bureau et alors ils m'ont dit alors t'as vu la direction, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? J'ai fait j'ai pas compris. Ils m'ont dit qu'est-ce qu'on fait? Je fais je vais retourner les voir. Donc j'ai repris un rendez-vous et là j'ai dit bon concrètement dites-moi est-ce que vous en voulez encore de cette émission ou pas? Et ils m'ont dit écoute on pense que il faudrait mieux que vous passiez en hebdo. Et moi j'ai dit qu'est-ce qu'on pourrait faire c'est-à-dire que l'idée vient pas de moi quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rester en quotidienne. Et ils m'ont dit il faudrait que et Alex et Guillaume soient là tous les jours. Enfin ils m'ont mis des objectifs inatteignables quoi. Et je dis ça c'est pas possible donc voilà. Et puis ils m'ont proposé une autre émission qui était au départ un podcast. Et donc j'ai fini par dire comme vous en voulez plus en quotidienne, je vais pas aller contre vous en fait. Donc moi j'étais d'accord. Et puis je suis retournée vous voir. Je vous ai expliqué. La plupart un petit noyau dur de l'équipe a dit on va pas travailler contre notre direction quoi. S'ils en veulent plus, ils en veulent plus. Qu'est-ce qu'on va pas s'accrocher quoi.
Et après, ce qui nous a un petit peu énervé, c'est que dans la presse est sorti que c'était ma décision. Et là, j'ai dit bon, là, franchement, là, déjà on a été cool, voilà, on vous a pas fait chier, mais là, nous faites pas porter le chapeau, quoi. Voilà, c'est un peu passé comme ça. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu mi-figue mi-raisin. Moi maintenant, je regarde devant, je leur en veux pas. Si ça se trouve, c'est une excellente idée. Et s'il s'avère que c'est une très bonne idée qu'on soit passé, s'il s'avère que c'est une très bonne idée pour la chaîne, pour nous, pour tout le monde, moi je serais très fair-play envers ma direction. Et si c'est une bonne décision, on s'en rendra compte à la fin de la saison et on reconnaîtra. Faut être fair-play dans la vie. Mais vous aviez le sentiment de tourner un peu en rond? Moi pas. Moi je me donnais encore au moins 1 an. Et vous, Guillaume? Dans Vous l'avez l'émission, vécu, et est-ce que vous aviez l'impression de tourner en rond? Ben moi j'avais déjà un peu, enfin je faisais plus que 2 chroniques par semaine, donc moi ça m'allait très bien, ce rythme-là m'allait très bien. Quand j'en faisais 4 ou 5 par semaine, oui, j'avais l'impression qu'il fallait un peu forcer le trait pour trouver des sujets. Surtout que l'actualité c'est assez cyclique, donc on retombe assez vite sur les mêmes sujets. Donc, mais le rythme de 2 chroniques par semaine m'allait très bien. Mais ouais, je rejoins Charline sur le fait qu'ils c'est pas tellement leur décision, c'est la manière dont ils ont communiqué après. Ils ont dit qu'il fallait sortir de votre zone de confort. Non, mais ça, c'est des phrases de manager. Ça marche en école de commerce ou quand tu es à Renaissance. Bon. Ouais. J'ai rien C'est un dit. pléonasme. J'ai rien dit. Mais après, oui, ils ont commencé à dire que les audiences n'étaient pas bonnes. Enfin, ils sont complètement gaufrés sur la Vous communication. passiez devant les grosses têtes dans le dernier quart d'heure, dans Ouais, le mais dernier calcul ouais. médiamétrie. Bon, après, il y a une tendance, on va pas se mentir, il y a une tendance. Ils ont viré Nicole Ferroni, alors elle arrivait devant les politiques en disant j'ai fait un dossier. Après, ils ont viré Charline de la matinale de 7h50 devant le politique. Ils ont supprimé la redevance. Ils nous foutent sur une voie de garage. On va pas se mentir, il y a une légère tendance. Et on sent qu'en face, ce qu'on a à faire, c'est un pouvoir qui panique, quoi. Moi, j'étais assez naïf. D'ailleurs, on peut raconter l'anecdote. Quand François, donc c'est lui qui a traité le sujet pour Télérama, donc il nous a appelé chacun 75 fois. Ouais, Ah. que... Merci de ne pas m'avoir répondu, d'ailleurs. Et sauf que on moi, est beaux joueurs parce qu'on vous invite quand même. Sauf que- François est très persévérant dans son Il est très métier, persévérant. sachez-le. Sauf que moi, j'étais techniquement et très précisément à poil sur la plage à La Réunion. Parce que j'étais en tournée là-bas, donc j'étais vraiment sur la plage. Je lui ai envoyé des photos de moi avec des bières et il me disait alors qu'est-ce que t'en penses? J'en sais rien, je suis à 9000 km du théâtre des opérations et j'en savais vraiment rien. Et moi j'étais en pleine encore un peu négo, qu'est-ce qu'on fait, t'es dans le jus et tout, donc c'est c'était pas trop. difficile de te Oui, répondre. j'ai senti François. que vous étiez pas bien quand même. Ouais. C'est pas la meilleure moi, période sur de le- notre vie. Mais il y a Moi, plus j'étais qu'à. Mais un qu'est-ce peu que- naïf. En fait, j'ai longtemps pensé que c'était pas une décision politique. Qu'est-ce que alors vous que dites c'en est 4 une, mois plus clairement. tard? 4 mois plus tard, est-ce que vous étiez trop irrévérencieux pour le pouvoir? Et est-ce que vous Oui, avez ils fait veulent se les débarrasser frais? des gens. Ils veulent se débarrasser. En fait, on a affaire à un pouvoir qui panique, qui sait absolument plus comment garder cette structure de Mais qui domination. panique? Il n'y a, Donc, plus, ils y a vont- plus de redevance. Donc la redevance, ça sanctuarisait. La redevance, ça sanctuarise le budget. Il n'y a plus de redevance. Donc à partir du moment où il n'y a plus de redevance, et l'investigation et la satire politique, si elles embêtent trop le pouvoir, maintenant le budget, dégage. le budget, il est malléable. C'est de la glaise. Si vous êtes gentil, on vous le donne. Si vous êtes moins gentil, vous faites un peu chier, on vous le donnera. Donc il y a cette pression-là, certainement. Je ne sais pas, c'est des hypothèses. Ensuite, ça, peut-être c'est que... factuel, hein. Ensuite, France Inter, entre-temps, et en fait, on s'est en partie grâce à notre émission aussi, et grâce à toute cette génération, Augustin, Léa Salamé, Rebecca Manzoni, enfin tout ça, Sonia De Villers, toute une génération qui a porté France Inter numéro 1. Et quand France Inter était numéro 1, comme il y a une guerre culturelle qui a été apportée des États-Unis, CNews égale Fox News, etc. Il y a une petite musique qui est montée, #maredevance, vous devez parler à tout le monde. Il y a une configuration de plein de choses. Vous la sentez, la bataille culturelle? Ah bah complètement, Et ouais. est-ce Qui est que- une espèce qui est complètement artificielle. Hein. Je veux dire, là, franchement, l'extrême droite n'a pas été très créative. Ils ont fait un copier-coller des conservateurs américains à tous les niveaux. Fustiger le politiquement correct, fustiger la bien-pensance, créer CNews. Franchement, c'est copier-coller des États-Unis, quoi. Et est-ce que vous pensez que vous pourrez faire le poids dans cette bataille culturelle, notamment d'ici l'élection On présidentielle de cherche 2027? pas à faire le poids, nous. Nous, on cherche à faire des blagues, à divertir. Donc non, la réponse est non. Non, en fait, En Belgique, il y a un cordon ça nous sanitaire. dépasse, hein, François, sachez-le. hein. Il y a un cordon sanitaire en Belgique sur le traitement médiatique de l'extrême droite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'invité de l'extrême droite en direct dans les Ouais. émissions de télévision. Ouais. Ça Oh doit bah là, vous- on a franchi le Rubicon allègrement ici en France depuis longtemps. Hein. Et- Il y a des chaînes et des chaînes de radio, de télé et de la presse écrite d'opinion d'extrême droite. Donc, Non, mais alors là, le pouvoir actuel français a besoin de l'extrême droite. Tu verras jamais Macron attaquer Bolloré. Il a besoin de Bolloré. Il a besoin de CNews. Il a besoin de tous ces gens-là.
C'est une alliance objective. Vous avez fait les frais de d'ailleurs Vincent assez assumée. Bolloré tous les deux. Quand Darmanin il dit Madame Le Pen, je vous trouve trop molle, c'est pas qu'une formule, quoi. Il les trouve vraiment trop molles. Et si elle était élue présidente en 2027, qu'est-ce que vous feriez? Mais surtout elle, qu'est-ce qu'elle ferait? Ça dépend de elle, ce qu'elle veut faire. Bah attends, mais 2027, on sera déjà viré peut-être. On fait une espèce de... On émet depuis Bruxelles. On fait la même émission, on passe la frontière, on émet depuis Bruxelles et hashtag Radio Longue devient hashtag Radio Bruxelles. Et on revient dans la tradition de Pierre Dac, parce que c'est vrai qu'à l'époque de Radio Londres, à Radio Londres, Pierre Dac, il y avait de la satire, il y avait de la blague entre des émissions patriotiques, des appels au patriotisme entre Charles de Gaulle, etc. Il y avait de la rigolade. Donc alors moi, j'ai pas envie de déserter non plus, donc on verra la. Mais vous verriez reprendre votre bâton de pèlerin de journaliste en reprenant un virage sérieux dans le journalisme, ou vous voulez continuer à faire de la satire politique? Je peux pas. Là, franchement, on peut présumer de rien, quoi. Enfin, moi, vraiment, à chaque fois, on me pose souvent cette question et je dis, moi, depuis le jour où DSK s'est fait gauler au Sofitel de New York, alors que tout le monde l'avait déjà élu président, franchement, après, il y a eu Trump, qui lui-même était surpris d'avoir été président. Même à partir du moment où Donald Trump est élu, il a fait « Oh, fuck, mais je voulais pas être élu !» 3 ans avant une élection, je ne présume de rien. Est-ce que la réalité est toujours plus surprenante que la fiction? Est-ce que la fiction doit porter la vraisemblance? Mark Twain. Est-ce que vous avez été sollicité par la concurrence pendant cette période où a été annoncé votre départ le week-end? Ça dépend ce que vous appelez la concurrence. Les autres radios, les autres médias. Est-ce que RTL, qui a embauché Alex Vizorek, vous a approché aussi? D'autres radios, non. La télé? Et moi, j'ai eu des propositions chouettes, mais... Qui vous ont fait réfléchir ou hésiter? Oui, un peu, bien sûr, oui, évidemment. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez pris la décision de rester sur France Inter? Que j'avais déjà pas mal de boulot et que moi, c'est-à-dire que si j'étais défiante envers ma direction, je ne serais pas restée. Voilà. Si je sens un gros soupçon, si je suis vraiment défiante, Donc l'année prochaine, Charline aura d'autres. On verra. Mais là, j'ai envie de. Là, j'ai décidé de leur faire confiance. J'espère qu'ils me font confiance. Donc, je me suis dit, ils m'ont donné encore 3 beaux espaces. Donc j'ai envie de travailler en bonne intelligence avec eux, de voir où ça mène. Et donc je suis plutôt dans cet état d'esprit-là, de travailler avec eux et de voir pour l'instant. Nous, en tout cas, le dimanche, on est absolument libre. Hein, on s'amuse. Enfin, franchement, vous verriez le dimanche, on est tout seul dans la maison. De toute façon, oui, il y a pas. Le premier dimanche, Guillaume était là comme ça. Donc on a toute la troupe tout seul, avec la rédaction évidemment qui est là. Heureusement, on a vu ce week-end que c'était indispensable que quand même la rédaction soit là le week-end. Mais son 5e étage, nous aussi. Au 6e, il n'y a personne, il n'y a que nous. Et c'était comme si on avait piraté la radio. C'est vrai, ça faisait un peu radio. Donc, et on nous laisse faire. Voilà. Puis, donc pour l'instant, moi, je dégage que tout va bien. Donc, on verra bien. On fera le bilan à la fin de la saison. La nouvelle patronne de France Inter, Adèle Vendrette, vous la moquez, vous la brocardez dans vos émissions. Qu'est-ce qu'elle vous dit dans les couloirs? Elle dit que ça l'amuse. Enfin, moi, elle m'envoie des petits textos où elle voit que c'est le jeu. Elle s'en offusque pas. Elle dit allez-y, défoulez-vous. Et vos autres collègues de Radio France, Nagui, Dominique Seux, que vous brocardez, qu'est-ce qu'ils vous disent dans les couloirs? Domi, c'est la famille. Il nous manque, frérot. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez peur de dire aujourd'hui à la radio? Je vois pas trop, non. Non. Mais en fait, c'est une question qu'on nous pose souvent, Ouais. genre les limites, etc. En fait, c'est l'ai une pas manière posé de comme dire ça, hein. Est-ce qu'on peut rire de tout, mais par un mec de Télérama. Tu crois qu'on ne voit pas, espèce de fourbe? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez peur de dire, mais quelle fourbe? Non, mais dans une époque aussi polarisée, il y a zéro limite, il y a zéro tabou. Est-ce que vous y réfléchissez 2 fois avant de faire une vanne? Est-ce qu'il y a déjà eu une époque pas polarisée? Est-ce qu'en 1933, il y avait pas François Rousseau qui disait, dis donc, l'époque est très polarisée. L'époque, elle est toujours polarisée. Il y a toujours, c'est un rapport de force perpétuel. Il n'y avait pas autant d'humoristes, mais il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui font de la satire pure, politique. Il y a plus d'humoristes qu'à l'époque Porte Guillon, mais tout le monde ne fait pas de la satire politique.
nous, Je vois pas ce qu'on aurait, je vois pas ce qu'on aurait peur de dire. moi, en fait, j'ai pas peur de. Non, on n'a pas Est-ce que peur vous avez parce peur qu'en de fait. franchir la Mais non, ligne mais jaune ça, c'est toujours- parfois C'est quoi la ligne jaune? Mais non, mais c'est toujours une question qu'on pose à nous, les humoristes. Moi, je pense que s'il y a des gens qui franchissent la ligne jaune matin, midi et soir, c'est les porte-parole de l'extrême droite, c'est les journalistes de CNews, eux, ils peuvent y aller. Allons-y. Je veux dire, c'est toujours aux humoristes qu'on demande est-ce que vous n'avez pas peur de dire des trucs et que vous censurez pas? Et c'est quand même sur CNews qu'on fait un parallèle entre les punaises de lit et l'immigration. Et avant les Mais ça, c'est Pascal, c'est la famille aussi. Non, mais avant, Nicolas Sarkozy est quand même un président de la République qui a fait le parallèle entre l'immigration et les fuites d'eau. À l'époque, toute la France n'avait pas peur des fuites d'eau. Les punaises de lit, je peux comprendre que ce soit un problème sanitaire. Mais donc en fait, Sarkozy, pro, tout ça, allons-y. Et puis c'est toujours à nous qu'on dit, est-ce que vous n'avez pas un peu... franchement, quand on voit les discours qu'il y a en face de la part de responsables politiques, élus, de présidents de la République, etc., et comment ils y vont, je vois pas comment nous, on aurait peur. Hein. Moi, je pense que ça nous décomplexe, au contraire. Est-ce que tout ça vous encourage à vous présenter à la présidentielle, Guillaume? Évidemment, c'est en réflexion. Oui. Ça fait plusieurs fois que vous le dites. Sauf parce que ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question. Ce deuxième tour, Marine Le Pen, Guillaume Meurice, alors, est-ce Et qu'on en franchement, parle? Ils sont pas... Je vous remercie. Tiens, prends un verre d'eau Prenez entre un verre deux verres de d'eau. vin. Ça, c'est... Et je Parce que propose face à Marine Le Pen, ça va être pratique, ça. Je propose à nos amis du public de prendre la parole. Il y a des micros qui vont circuler et de poser vos questions. En toute liberté, bien sûr. La première question est toujours difficile et après, les gens posent des questions beaucoup voilà. trop longues. Bonsoir, Qui commencent par « J'ai pas de questions, Bonsoir. mais je voudrais rappeler Bonsoir, que les madame. camarades de la CGT... » Moi, j'ai une question. Est-ce que vous vous considérez comme des militants politiques ou est-ce que on peut rester apolitique en faisant de l'humour politique? Alors, il y a deux questions qui sont vraiment qui se ressemblent pas. Ouais, tu veux que je commence à répondre? Moi, je me considère pas comme militant politique parce que militant politique, c'est du boulot. Faut se taper des réunions, faut aller coller des affiches et tout ce genre de trucs. J'ai beaucoup de respect pour les militants politiques qui font un taf, voilà, qui travaillent vraiment. Moi, je donne mon avis en faisant des blagues. Je suis vraiment pas persuadé d'avoir raison. Je demande juste à ce qu'on me contredise quand on n'est pas d'accord avec moi. Si possible poliment, mais bon, j'en suis plus là sur les réseaux sociaux, mais voilà. Et ta deuxième question, c'était pas la même. Est-ce qu'on est apolitique? Évidemment non, parce que quand tu donnes ton avis, t'es forcément pas apolitique. D'ailleurs, apolitique aujourd'hui, c'est plutôt un synonyme de je ne me mouille pas, j'aime bien le système comme il est. Donc à droite. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à tes deux questions. Pour ma part, non, on n'est pas militant parce qu'en fait, on cherche d'abord à faire rire. Moi, il y a plein de fois où je dis le contraire de ce que je pense, juste pour faire rire aussi. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah, je vois, d'accord. Ouais, en fait, quand le but premier est de faire rire, moi, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi et que j'ai essayé de rechercher aussi dans les fameuses rares études sur la satire politique. Pour moi, l'humour, il est militant. Il n'est militant que quand vous faites des blagues sur des pancartes dans des manifs. Ça, c'est de l'humour militant, voilà. Mais nous, on n'a jamais cherché à renverser un gouvernement, jamais une blague à influencer. Sinon, on a vraiment échoué. Ouais. Mais tu sais, les gens, ils posent la Jamais question. une blague à influencer qui que ce soit. Moi, je dis, si j'étais vraiment influent, le second tour, c'était Poutou-Mélenchon, quoi. Donc, vraiment, je pense qu'ils peuvent dormir non, tranquille. et puis, comme je disais tout à l'heure, être militant, c'est vraiment... Il y a un tel investissement. C'est un véritable investissement. Il y a même des gens qui font des burn-out militants tellement ils sont à fond. Et le militantisme ne va pas avec le recul. Donc, et la condition sine qua non de l'humour, c'est le recul. Donc on ne peut pas être complètement militant et avoir de l'humour. Donc on considère que non. Mais après, on a certaines valeurs, des principes. Les principes, c'est ce qu'on partage tous, généralement. Liberté, égalité, fraternité. Et puis les valeurs, c'est plus mouvant. Et on a certaines valeurs. Mais et puis, de toute façon, je pense que... souvent, quand on nous dit vous êtes militant, c'est parce qu'on fait une chronique qui s'insurge qu'on laisse des gens crever en Méditerranée, en fait. Donc si c'est ça être militant, moi j'appelle ça être humain, en fait. Voilà.
On va prendre une autre question. Là. Ah non, pardon. Allez, mademoiselle. Ah oui, donc vous avez parlé aussi de satire politique et humour politique. Est-ce que vous mettez une distance entre les deux ou pour vous elles sont intrinsèquement, je sais plus, intrinsèquement liées? C'est toi la spécialiste. Attendez, Elle a écrit un livre dessus, Charlie. humour politique et satire politique? Oui, c'est ça. Oui, c'est la même chose pour moi. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a le mot politique, l'humour politique, c'est de la satire. Voilà. Ça rééquilibre. En fait, c'est de la caricature. Hein. C'est vraiment une vieille tradition française. En plus, pour la droite qui aime bien les traditions, ça devrait leur faire plaisir qu'on soit encore un peu dans le game. Tu sais, des fois, les gens ils nous disent « Oh, quand même, vous exagérez ». Merci, c'est clairement notre métier. Tu vois, c'est comme si un dessinateur de presse, tu lui disais bah, « Quand même, lui, il n'a pas un aussi gros nez ». Bah oui, je sais, c'est une caricature. Donc, ouais, ça ça existe depuis Napoléon, en fait. Hein, donc, c'est pour ça que la fameuse question « Est-ce que vous pensez que l'humour politique a un avenir ?» À partir du moment où ça fait quand même un petit moment que ça existe, la réponse est oui. Et oui, c'est grossir le. En fait, on est payé pour grossir le trait. Donc, en fait, dans la fameuse guerre culturelle que j'évoquais, quand les adversaires culturels nous attaquent au premier degré, ça n'a pas de sens parce que nous, en fait, ils nous reprochent de grossir le trait, mais on est payé pour ça. Ah oui, c'est clair. Donc ça n'a pas de sens. Et donc souvent, moi, ce qui me rassure là-dedans, c'est que dans cette guerre culturelle, si on prend ces news Europa, etc., où les gens qui font semblant de ne pas comprendre le second degré, ils disent c'est du premier degré. Et en faisant ça, ils nous attaquent nous. Mais je dis tant mieux en fait, parce qu'on sert de paravent à la rédaction en fait. C'est-à-dire que la rédaction de France Inter et les rédactions de Radio France sont irréprochables. Ils n'ont pas de critiques à leur adresser. Si leurs seules critiques elles sont adressées à nous, c'est qu'ils n'ont pas d'autres arguments en fait. Donc Hanouna vous attaque tous, hein, à France Inter, humoriste comme rédaction, comme direction. Oui, alors c'est possible. Alors mais en fait, il fait ça, mais il n'écoute pas. Moi, je suis un peu déçu parce Il qu'il écoute menace pas. tout le monde physiquement et moi, il m'envoie des textos parce qu'il veut boire des cafés avec moi. Alors, Oh. ouais. Alors là que là. tous les autres copains qu'on lui a affaire à lui, il les a menacés physiquement en disant je vais te casser la gueule. Mais il vous a pas proposé de rejoindre son émission? Non, malheureusement. Peut-être il te propose un café pour te brûler avec, on ne sait pas. C'est possible, c'est peut-être un traquenard. La dernière fois qu'il a proposé un café à quelqu'un, c'était Jacques Cardoz. Hein, donc, Ah oui, exact. Ouais. Ah, il est bien renseigné, c'est vraiment Télérama. Monsieur. Le micro va arriver, je pense. Moi j'ai un micro, donc je vais poser ma Mais question. on ne sait pas tu es où. Je suis là, regarde. Est-ce que vous pouvez vous lever, à ta peut-être droite. T'es là. Voilà. Là. Marie, auditrice de France Inter depuis 1990. Au moment du tremblement de terre, je me suis posé une question. Est-ce que vous alliez quitter la chaîne et créer votre propre média? Voilà. Et donc je me pose toujours la question. C'est compliqué ça hein, à faire. Oui, c'est une question d'argent. Ouais, mais oui, en fait, un peu. Non, mais c'est hyper intéressant comme question. Enfin, moi, je me suis posé la question clairement. C'est compliqué parce que le modèle économique est compliqué à trouver. C'est-à-dire si on crée un autre média, comme tu dis, déjà, c'est quand même long. Ça demande des dispositions techniques, etc. Admettons qu'on ait ça. Ça demande du pognon. Ça voudrait dire qu'on aurait dû faire un crowdfunding, en fait, concrètement. Parce que soit on cherche un investisseur, donc il y a de grandes chances que ce soit un gars qui veut juste faire du pognon ou un retour sur investissement, hein, c'est clairement l'objectif de ce genre de personnes. Ou soit on aurait dû faire un crowdfunding. Alors, il y a une inertie, quoi. Là, évidemment, on est sur France Inter. Tu bénéficies de l'inertie de la radio depuis des décennies. Moi, je me suis vraiment posé la question. D'ailleurs, je ne dis pas que je ne le ferai pas un jour parce que c'est intéressant, mais c'est carrément un autre délire. Alors moi, pour l'instant, ça m'a pas effleuré parce que je me dis, ce qui est amusant, c'est de faire ce qu'on fait dans un cadre presque institutionnel, en fait. C'est-à-dire que France Inter est radio de service public, financée par l'État, première radio de France. C'est le système, en fait. On est dans le système. Si on crée notre média, on arrive dans le Far West. Et là, il n'y a plus d'enjeu, en fait. C'est-à-dire que essayer d'emmerder le système, c'est plus marrant dans le système qu'en dehors du système où c'est le Far West, où tu peux tout faire de toute façon. Je veux dire, Alain Soral, il peut avoir sa chaîne YouTube, hein, tu vois. Donc, mais, c'est-à-dire, et c'est un bon thermomètre de la démocratie aussi. C'est-à-dire, tant qu'il nous laisse
dans Radio France, c'est plutôt bon signe en fait. Ça veut dire que la démocratie est saine, que le service public nous laisse faire, qu'il laisse dire, etc. Donc, si on quitte Radio France et qu'on crée notre truc et qu'on va en dehors, à moins que quelqu'un prenne notre suite, on ne saura pas où le système se situe et s'il absorbe toujours la satire ou pas, en fait. Moi, je crois qu'on sera quand même obligé à terme de faire ça. Si la tendance continue comme ça, je vois pas d'autre solution. Bon, je vais aller faire mes bagages, je reviens. Non, mais ou alors on le fera en Belgique, c'est sûr. Mais en tout cas, la tendance, elle est quand même clairement. Moi, pas dans le bon sens. Moi, je suis. En fait, pour nous, je suis pas inquiet parce que on est vieux. Non, mais pour les jeunes, par exemple, si j'avais 20 piges aujourd'hui, que je voulais faire ce que je fais aujourd'hui, de la satire politique, bah putain, les espaces pour s'exprimer, il y a YouTube, quoi. Voilà, et une case sur France Inter dimanche quand les gens ils dorment. Non, mais tu vois. Avant, France Inter, c'était quand même une des signatures, c'était la marque de fabrique. Moi, j'écoutais le dimanche matin, Rien à cirer et tout. Enfin, Jean-Jacques Vanier, machin, il y a des grands noms. Et puis on a l'impression que ça, c'est un peu en train de se perdre. Alors moi, je suis pas, c'était mieux avant. Tant pis, une radio, ça a une vie et puis une mort. Mais ouais, je suis plutôt inquiet pour les gens de 20 piges aujourd'hui qui voudraient faire ce qu'on fait. C'est assez inquiétant ce que vous dites. Oui. Alors, je ne sais pas, est-ce que je suis complètement à côté? Peut-être, j'espère être à côté de la plaque et m'inquiéter pour rien. Après, il y a plein d'autres. Maintenant, il y a plein d'autres. Mais le problème, tu vois, enfin, c'est pas pour revenir sur ta question, mais si quand même. Si tu crées un média, il faut quand même l'héberger. Alors, si tu le fais sur Twitch, bah, c'est Amazon. Si tu le fais sur YouTube, bah, c'est Google. Tu vois, il y a toujours des contraintes, quoi. T'as pas une COP en Ariège. Ouais. Ou alors, si elle existe, mais tu vas vraiment avoir 3 vues. Ouais, je suis pas sûre qu'on soit aussi libre parce que nous connaissons. On va vouloir se moquer de l'actionnaire du truc. Mais ça, je pense que tu n'auras pas de souci. Mais dès que tu vas t'attaquer à des trucs de pognon ou, enfin, tu vois, et puis le fait qu'ils puissent faire sauter ta chaîne du jour au lendemain, ça te met pas dans une énorme situation de tranquillité, quoi. Là, on sait qu'au moins on a un contrat de grille, donc on va au moins jusqu'à juin. Au moins, c'est pas mal, tu vois. Oui, je pense qu'il y a d'autres contraintes, évidemment. Il y a encore une symbolique à exercer ça sur le service public, qui en plus a la chance de bien fonctionner, parce que encore France Inter est la radio la plus écoutée. Donc je pense qu'il y a une symbolique et sur un média qui est de moins en moins écouté aussi. Hein. Ça, ils oublient toujours de préciser. Oui, mais les gens écoutent de moins en moins la radio. Il y a les podcasts quand même qui viennent un peu compenser. Maintenant, il y a les podcasts, mais les podcasts, tu peux les faire de partout, quoi. Oui, mais c'est un podcast du service public. Ouais, mais c'est ça qui les fait flipper, c'est qu'ils voient arriver les podcasts et des gens qui vont se retrouver à faire des émissions dans leur coin et qui cartonnent pour certains. Ça arrive déjà, tant mieux. On va prendre peut-être une dernière question ou encore quelques-unes. Il est 21h30 avant votre séance de dédicace. Mais il y a qui après nous? C'est fini après nous? Oui, c'est fini. Ah bon, on peut rester. On peut rester. Voilà. Vous êtes on va prendre les 60 dernières questions. Monsieur, le micro va arriver, je pense. Allez-y. Ah, mais toi, tu as déjà posé une question. L'autre, elle veut carrément poser deux questions. La gauche, c'est le partage. Il y a le monsieur qui a le micro là-bas. Allez-y, levez-vous, monsieur, s'il vous plaît, qu'on vous voit. Carrément. Merci. Bonsoir. Salut. Excusez-moi, je suis un petit peu stressé. Nous aussi. Et quelque chose que j'aime bien sur votre radio, j'ai découvert l'émission il y a 2 ou 3 ans, c'est que je trouve que même si on est dans la blague, qu'on est dans la caricature, parce que c'est votre taf, il y a quand même un truc qu'on retrouve pas forcément ailleurs, c'est l'esprit critique. C'est que c'est quand même basé sur des choses qui sont vraies, sur des faits, sur qu'est-ce qu'on sait de cette personne, de ses fonctions. Et du coup, je trouve que vous êtes quand même dans la justesse et dans la justice, pour pas dire genre la vertu. Comment vous faites pour pas être déprimé de voir que tout le monde vous conspue quand c'est pas vos 2 millions d'auditeurs? Déjà, il y a votre soutien à vous qui est précieux. Et généralement, moi, ceux qui me conspuent, ils me font un peu marrer, en fait. Presque, ça me rassure qu'on divise. Parce que si on fédérait tout le monde, il faudrait qu'on se pose des questions. Puisque l'humour politique, la satire, forcément, c'est clivant. Et c'est une des raisons sans doute pour lesquelles on est plutôt le dimanche. Parce que France Inter, première radio de France, #maredevance, il faut fédérer. L'humour politique, c'est clivant. Donc ce qui est clivant, on va le mettre ailleurs. Donc je suis presque rassurée qu'on soit un peu conspué. On est à la fois conspué et à la fois soutenu. Et à la fois, il y a des gens qui s'en foutent.
La majorité. Donc, non, je pense qu'on essaie, on essaie de rester. C'est même pas qu'on essaye, on pourrait pas faire autrement en fait. On reste en accord avec ce qu'on est. Avec ce qu'on pense, on pourrait pas faire autrement. Enfin, moi, je connais Guillaume et je connais toute l'équipe et on est incapable de faire quelque chose qui nous ressemble pas, de faire quelque chose. On serait incapable de faire de trop grosses concessions. Donc, on fait simplement ce qui nous ressemble, ce qu'on est. Et je pense que cette sincérité, elle se sent à travers l'antenne, parce que la radio, ça ment pas. Et résultat, on se pose pas la question en fait. Le jour où ce qu'on fait qui nous ressemble ne conviendra plus, on sera incapable d'être en dissonance cognitive et de dire le contraire. Donc on partira. Moi, je suis un peu déçu par les haters. Je vais pas te mentir, je trouve qu'on n'a pas des haters de qualité. Moi, c'est ma passion de répondre aux mails d'insultes. C'est vrai. Et souvent, les gens se couchent très très rapidement. Ouais, déjà, quand tu leur réponds, ils font « Ah bah déjà, c'est gentil d'avoir répondu ouais. », alors qu'ils traitaient ta mère de pute 20 minutes avant. Ouais, c'est vrai. Et quand tu leur demandes « Mais pourquoi tu as pris 10 minutes de ta vie pour m'envoyer un message avec quoi tu n'es pas d'accord et tout », souvent, ça se dégonfle hyper rapidement.